Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode à nouveau un peu spécial puisque on va faire la synthèse des annonces faites par Panini Comics dans le cadre de leur traditionnel Big News et qui concernent de nouveaux titres qui devraient paraître entre mars et mai prochain, à une exception près qui, elle, est annoncée pour février. Pour ce faire, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de voir ce qui a été annoncé, collection par collection et mois par mois. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous convient comme ça ou si vous préféreriez un autre classement. Petite précision encore, je vais passer en revue la majorité des titres qui ont été annoncés, mais pas tous. Je vais faire l'impasse sur la plupart des titres Star Wars qui ont été annoncés, simplement parce que ce sont des titres que je lis quasiment pas du tout et sur lesquels du coup j'ai à peu près rien à dire. Donc, si jamais vous veniez regarder cette vidéo spécialement pour l'univers Star Wars, je vais pas vous faire perdre le temps plus longtemps. Et même chose pour les titres jeunesse, d'ailleurs il n'y en a eu qu'un seul d'annoncé, un Spider-Man par Mike Mayhack. Ces précisions faites, commençons notre passage en revue et commençons évidemment par la grosse news annoncée par Panini, le lancement de la collection Marvel Pocket en avril prochain. Soit en gros une offre similaire question-prix et format à ce que propose Urban Comics avec sa collection Urban Nomad. Et je dis pas du tout ça pour dire Panini font rien qu'à copier sur leurs voisins. Je trouve que ce choix de la part de Panini est vraiment intéressant. Parce que ça me semble le meilleur format possible pour espérer attirer de nouveaux lecteurs. Et s'il y a quelque chose dont le milieu a besoin, c'est vraiment de nouveaux lecteurs. Et en plus, je trouve que la sélection des premiers titres est là aussi plutôt pertinente, à une exception près. On aura donc les deux premiers tomes d'Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley, et le premier tome d'Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Pour Ultimates, je suppose qu'il s'agira des 13 numéros de la première série. Pour Ultimate Spider-Man, Panini annonce des tomes qui feront autour de 350 pages, ce qui devrait nous faire à la louche les 25 ou 30 premiers numéros de la série. Et l'univers Ultimate a beau avoir été créé il y a maintenant plus de 20 ans, et il me semble qu'aujourd'hui encore, ça reste la meilleure porte d'entrée possible dans l'univers Marvel pour de nouveaux lecteurs. Donc oui, ça me semble être un excellent choix de la part de Panini de partir là-dessus. J'aurais beaucoup plus de réserves concernant le 4e volume au programme, Avengers vs X-Men. Là, ça me paraît quand même beaucoup moins New Reader friendly, mais bon, je suppose qu'on risque de retrouver un certain nombre d'events du même genre réédités dans cette collection, que ce soit Civil War, House of M ou quelques autres. Et comme de toute façon l'univers Marvel classique fonctionne plus qu'autour de ces events depuis 20 ans, forcément on y aura droit à un moment ou à un autre. Dernier titre annoncé pour cette première salve de Marvel Pocket, un titre pas du tout Marvel, le premier tome de The Boys de Garth Ennis et d'Aric Robertson. Là aussi, très bon choix vu la popularité de la série sur Amazon, et en plus ça ouvre la collection à une offre qu'on qualifiera de différente de ce que peut proposer Marvel. On a donc une première salve de 5 titres pour Marvel Pocket, contre 10 titres au lancement d'Urban Nomad en 2022, mais Panini annonce 3 salves supplémentaires d'ici la fin de l'année, donc si le nombre de titres à chaque fois reste le même, ça devrait nous faire 20 titres Marvel Pocket par an contre 30 chez Urban Comics. Il me semble qu'un élément important pour que la collection fonctionne, ce sera sa visibilité chez les libraires et les enseignes style Fnac ou Cultura, ce que justement Urban a très bien réussi. À suivre donc, mais encore une fois, Panini me semble avoir fait un choix intelligent, plus à même d'attirer mais surtout de fidéliser un nouveau lectorat plutôt que ces opérations à 7,99€, 3 ou 4 fois par an qu'ils organisaient jusque-là. Passons au 100% Marvel avec pas mal de nouveautés en vue. En mars, j'ai noté 4 titres, à commencer par Ultimate Invasion, la mini-série de Jonathan Hickman et Brian Hitch, qui relance donc l'univers Ultimate, mais dans une version visiblement assez différente de celle qu'on connaissait. Aux États-Unis, de nouvelles séries ont été annoncées mais n'ont pas encore démarré. Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Checchetto, Ultimate Black Panther par Brian Hill et Stefano Caselli, et Ultimate X-Men par Peach Momoko, qui avant même de paraître fait déjà grincer certaines dents. Sortie annoncée de Marvel Age numéro 1000, une anthologie sortie en octobre dernier aux États-Unis qui réunit différents courts récits mettant en scène les principaux héros de l'univers Marvel.
Côté scénariste et dessinateur, on a du très beau monde. Mark Waid et Alessandro Cappuccio sur la Torche humaine des années 40. Spider-Man écrit et dessiné par Ryan Stegman. Les X-Men par Rainbow Rowell et Marguerite Sauvage. Captain Marvel par Dan Slott et Michael Red. Daredevil par Armando Iannucci et Adam Kubert. Silver Surfer par Steve McNiven. Plus encore 2 autres récits. L'un par Jason Aaron et Pepe Larraz. L'autre par J. Michael Straczynski et Carey Andrews. Tout ça a effectivement de la gueule. Reste juste à espérer que les scénarios soient au niveau, contrairement à l'Amazing Fantasy numéro 1000 sorti cette année et qui de ce point de vue était vraiment sans aucun intérêt. Sorti également d'un album consacré à Spider-Man 2099 et qu'il voit confronté à Carnage. Il s'agit en fait de la mini-série Dark Genesis, écrite par Steve Orlando et dessinée par Justin Mason. Bon, sans être médisant, on a le droit de pas en attendre grand-chose, mais on dirait que Marvel sait plus trop quoi faire de ce personnage et de son univers futuriste de plus en plus daté. C'est toujours en mars que sortira le premier tome de La Mort du Venomverse, un event qui se poursuivra jusqu'en mai et qui réunira à son sommaire la mini Death of the Venomverse par Cullen Bunn et Gerardo Sandoval, la mini Cult of Carnage Misery de Sabir Pirzada et Francesco Mortarino, avec Liz Allen qui subit le traitement symbiote, et le one-shot Web of Carnage de Ramvi, Francesco Mana et Zé Carlos. 3 numéros avec au sommaire 2 mini-séries de 5 épisodes chacune plus un one-shot, ça devrait pas faire des tomes très épais, à moins que Panini n'ait pas annoncé l'intégralité des titres au programme. Dans tous les cas, vu que je dis ni Venom ni Carnage, il y a peu de chances que je me retrouve à suivre cet event. Et pour en finir avec Mars, c'est là que paraîtra le 28e et dernier numéro de Destiny of X, qui sera remplacé le même mois par le premier numéro de Fall of X, soit le début de la fin pour la période initiée par Jonathan Hickman avec son diptyque House of X Power of 10. Les principales séries comme X-Men, X-Men Red, Wolverine et quelques autres se poursuivent, mais on aura aussi un certain nombre de nouvelles mini-séries, Alpha Flight par Ed Brisson et Scott Godlewski, Dark X-Men par Steve Fox et Jonas Scharf, Uncanny Avengers par Jerry Duggan et Javier Garron, et le titre le plus intriguant, Uncanny Spider-Man par Cy Spurrier et Lee Garbett. Et si vous vous dites que ce tisseur de toile ressemble quand même vachement à Nightcrawler, bon bah c'est peut-être pas un hasard. En avril, 2 100% Marvel supplémentaires sont annoncés. Le premier, c'est la nouvelle série Incredible Hulk par Philip Kennedy Johnson et Nick Klein. Nick Klein au dessin, c'est une bonne nouvelle, et effectivement son Hulk a de la gueule, et Travel Foreman qui le remplace sur les numéros 4 et 5 réalise lui aussi une chouette performance dans un style très différent. Côté scénario, faut voir, Philip Kennedy Johnson est un scénariste que je trouve intéressant mais assez inégal. Ici, cette nouvelle série semble vouloir prendre une tournure très horrifique et monstrueuse, un peu dans l'esprit de ce que font Benjamin Percy et Corey Smith sur Ghost Rider actuellement. Dans tous les cas, après le désastre qu'a été le Hulk de Donny Cates et Ryan Otley, ça peut être que mieux. L'autre 100% du mois, c'est la mini Daredevil et Echo, écrite par B. Earl et Taboo, ouais, c'est leur nom, et dessinée par Phil Noto. Sachant que cette mini n'existe que pour occuper le terrain entre la fin de la série de Chip Zdarsky et le début de celle de Saladin Ahmed, qu'elle est signée par des scénaristes que je connais pas et illustrée par un dessinateur que je n'aime pas, même le complétiste daredevilien que je suis risque de faire l'impasse. En mai, enfin, on rajoute 300% Marvel supplémentaires. On aura le deuxième et dernier tome de Deadpool par Alyssa Wong et au dessin Luigi Zagaria qui remplace Martin Coccolo. On aura aussi le crossover Ghost Rider Wolverine Weapons of Vengeance avec les one-shots Weapons of Vengeance Alpha et Omega, Ghost Rider 17 et Wolverine 36. Tout ça est écrit évidemment par Benjamin Percy et les 2 Weapons of Vengeance ont de particulièrement intéressant d'être entièrement dessinés par Geoff Shaw et pour l'occasion, je trouve que son style se rapproche ici de celui de Mark Texeira, ce qui devrait rappeler de bons souvenirs aux lecteurs de Ghost Rider dans les années 90. Et le troisième 100% Marvel du mois de mai, ce sera la nouvelle série Captain America par J. Michael Straczynski et Jesus Says. Ça vient tout juste de débuter aux États-Unis, seulement 2 numéros sont parus pour l'instant, donc difficile encore de se faire une idée. Je fais pas partie de ceux qui font une confiance aveugle à Straczynski, je trouve qu'il a foiré au moins autant de choses qu'il en a réussi. En plus, avec le deal qu'il a signé avec Dark Horse il y a quelques mois, pas sûr qu'il reste très longtemps sur ce titre. Bref, on va attendre avant de se prononcer, mais comme c'est dans 5 mois, on a le temps d'y revenir. On en a fini avec les 100% Marvel, passons au Marvel Deluxe. En règle générale, on a droit à 2 nouveaux titres par mois dans cette collection. Là, pour mars, soit j'ai zappé un truc, soit Panini n'en a annoncé qu'un seul.
Mais c'est un titre que je suis très content de voir arriver. À vrai dire, je pensais que Panini avait fait l'impasse dessus et je commençais à envisager d'en faire une vidéo dans les inédits VF. C'est les Defenders d'Al Ewing et Javier Rodriguez. Il s'agit en fait de 2 mini-séries, la première sortie fin 2021 et la seconde, Defenders Beyond, fin 2022. Et c'est un truc très fun et totalement foutraque. C'est Al Ewing qui joue avec les puissances cosmiques de l'univers Marvel et avec un casting de héros plus ou moins décalé. Ça saute sans arrêt d'un bout à l'autre de la galaxie, on y croise quantité de personnages et d'entités assez improbables, et en plus, illustré par Javier Rodriguez, le voyage prend des allures psychédéliques. Bref, c'est parmi ce que Marvel a proposé de mieux ces dernières années. Et pour la version française, plutôt que de publier ça dans 200% Marvel, Panini a donc choisi de tout regrouper dans un Marvel Deluxe. Et perso, ça me va très bien. Donc celui-ci, je peux d'ores et déjà demander à mon libraire de m'en mettre un exemplaire de côté. En avril, on aura le tome 2 de Wolverine avec les épisodes 14 à 25, écrits par Benjamin Percy et dessinés par Adam Kubert, Lan Medina, Javier Fernandez et Federico Vicentini. Comme toujours, tout ça est assez brutal et il me semble que ça peut, dans l'ensemble, assez facilement se lire sans suivre les autres séries mutantes du moment. L'autre Deluxe d'avril, ce sera le 3e et dernier tome de Daredevil par Ed Brubaker, en partie dessiné par Michael Lark. Un tome dans lequel on aura les épisodes 107 à 119, plus le 500. En 2017-2018, Panini avait publié ces épisodes dans 2 tomes de luxe, dont le deuxième faisait à peine plus de 120 pages. Pour cette réédition, ils ont décidé de tout réunir dans un volume unique d'un peu plus de 400 pages, vendu 39,95 €, ce qui me semble être une solution nettement meilleure et plus économique. Au mois de mai, on aura droit au procès de Magneto, soit l'intégralité de la série X-Factor par Leah Williams et David Baldeón, et la mini-série qui lui a directement succédé, The Trial of Magneto, elle aussi écrite par Leah Williams, mais dessinée par Lucas Werneck, et qui met en scène l'enquête sur le meurtre de vous savez sans doute qui, mais je ne dirai rien. Et l'autre Deluxe de mai, c'est l'intégrale de la série Iron Fist, écrite et dessinée par Carey Andrews, et qui date de 2014-2015. À l'époque, Panini avait publié ça en 200% Marvel, là on retrouve les 12 épisodes en un seul volume. Et si côté scénario c'est moins novateur qu'une autre série Iron Fist dont je parlerai plus tard, côté dessin c'est par contre un sacré gros panard. Si vous l'avez raté à l'époque, je conseille et on en reparlera le moment venu. Passons au must-have. Bon bah là ça va aller très vite puisque Panini n'a annoncé qu'une seule sortie. En avril, c'est Daredevil Redemption de David Hein et Michael Gaydos, une mini-série de 2005 assez atypique qui met davantage l'accent sur Matt Murdock que sur Daredevil puisque on suit le procès d'un jeune type, fan de métal, accusé d'un meurtre atroce dans un trou paumé américain peuplé de rednecks et de bigots. C'est un récit intéressant, plutôt bien foutu, et qui finalement s'adresse peut-être davantage aux fans de Law & Order que de Daredevil. Pour les autres must-have, rien d'annoncé pour l'instant, ou alors j'ai raté un épisode, mais on devrait continuer à avoir 2 titres dans la collection chaque mois. En Epic Collection, en revanche, ça m'étonnerait qu'on ait autre chose que le titre qui a été annoncé également pour avril, Daredevil en disgrâce, de DJ Chichester et Scott McDaniel. Mais je pense que ça devrait en intéresser plus d'un. On y retrouvera les épisodes 319 à 332 de la première série, plus l'annual numéro 10. Ce sont des épisodes qui, à ma connaissance, n'ont jamais été publiés en librairie, et l'annual est même totalement inédit en France. Les autres ont été publiés du temps de Semic, la première moitié dans 2 top BD, les suivants dans Special Strange. Et à l'époque, c'était le retour de Daredevil en kiosque, 2 ans après l'arrêt de sa traduction au numéro 300. J'imagine que le côté nostalgique va bien fonctionner pour certains. Après, côté scénario, on a un truc vraiment très bordélique, avec trop de sous-intrigues et trop de personnages. Et côté dessin, Scott McDaniel adopte un style très différent de ses travaux précédents, très inspiré par le style de Frank Miller sur Sin City. Est-ce que je conseille ? Si vous n'êtes pas complétiste, pas vraiment. Côté Omnibus, j'avais cru comprendre que Panini comptait se calmer un peu et réduire le nombre de ses sorties dans ce format. Bon, j'ai du mal comprendre parce que là, ils en annoncent 8 entre mars et mai. Je passe rapidement sur les 2 Star Wars. En mars, il y aura le 3e et dernier tome consacré à la série originale, celle des années 70-80. Et en mai, l'intégrale Dark Vador, la série de 2017, écrite par Kieron Gillen et Jason Aaron, et dessinée par Salvador Larroca, Lenny Francis Yu, Max Fiumara ou Mike Deodato Jr. En mars, on aura aussi la suite et fin des Fantastic Four de Jonathan Hickman, dessinés par un paquet d'artistes. On aura donc les épisodes 600 à 611 de la série de 1998,
et les épisodes 6 à 23 de FF, la série de 2011. Si vous n'avez jamais lu ces épisodes, ça vaut vraiment le coup. Hickman est un des rares scénaristes à avoir réussi à apporter du sang frais à la plus ancienne série Marvel. L'autre omnibus de mars, c'est Amazing Spider-Man Beyond, écrit par une demi-douzaine d'auteurs différents et dessiné par au moins 3 fois plus d'artistes. Il s'agit en fait des épisodes parus entre la fin du run de Nick Spencer et le début de l'actuelle série de Zeb Wells, et ces épisodes donnent la vedette non pas à Peter Parker, mais à son clone, Ben Reilly. Panini avait publié ces épisodes dans Marvel Comics, et ils ont fait le choix un peu curieux de le ressortir directement en omnibus, sans passer par la case 100% Marvel ou Deluxe. Pourquoi ? J'imagine pour gagner du temps et pouvoir sortir plus vite la nouvelle série de Zeb Wells et John Romita Jr. en 100% Marvel, au lieu de devoir attendre un an de plus. Mais surtout, est-ce que ça vaut le coup de lire ces épisodes ? Pas franchement, mais en même temps, c'est ni meilleur ni pire que ce qui a précédé ou ce qui a suivi. En avril, on aura le Daredevil par Frank Miller Companion, avec au sommaire l'arc Renaissance dessiné par David Mazzucchelli, souvent imité, jamais égalé, la mini-série Man Without Fear dessinée par un John Romita Jr. en très grande forme, l'étrange Daredevil numéro 219 dessiné par John Buscema, et les numéros 27 et 28 de Spectacular Spider-Man, où Frank Miller dessinait pour la première fois Daredevil quelques mois avant de le retrouver dans sa propre série. Pour les amoureux des comics, quel que soit le format que vous préfériez, ce sont des épisodes qu'il faut avoir lus. L'autre omnibus d'avril, c'est le 3e tome des Savage Sword of Conan, qui reprend les récits parus entre les numéros 29 à 44 du magazine éponyme. Au scénario, c'est toujours Roy Thomas, au dessin, c'est principalement John Buscema, mais on y trouve aussi des artistes aussi doués que Frank Brunner, Gene Colan, Ernie Chan ou Carmine Infantino. Après, j'ai pas entendu que des bonnes choses sur cette édition, notamment au niveau du papier choisi, mais comme ces omnibus arrivent en librairie sous blister, j'ai même pas eu l'occasion de les feuilleter. Ensuite, en mai, on aura 2 belles choses. D'abord, Uncanny X-Force, la série de 2011, écrite par Rick Remender et dessinée par un paquet de gens, mais en particulier Jérôme Peña et Esad Ribic. Et ça fait vraiment partie des titres qui sortaient du tout venant des séries mutantes. C'est à la fois très fun et très brutal, avec quand même un bon paquet d'idées et de personnages intéressants développés par Rick Remender. Même Deadpool dans ces épisodes devient supportable, c'est dire. Autre omnibus très conseillé, l'intégrale Iron Fist d'Ed Brubaker, David Hara et tous leurs amis. On retrouve donc l'intégralité de la série Immortal Iron Fist de 2006, plus la mini Immortal Weapons de 2009, et entre les deux, les différents one-shots qui venaient approfondir l'univers d'Iron Fist et introduire quantité de concepts nouveaux dans la série. Là aussi, avec la version de Carey Andrews dont je parlais tout à l'heure, c'est de loin ce qui s'est fait de mieux autour de ce personnage. C'est tout pour les omnibus, passons aux intégrales, où là, en revanche, Panini n'a annoncé que 4 nouveaux titres entre mars et mai. Mais c'est évident que d'autres titres viendront s'ajouter à la programmation dans les prochaines semaines. En mars, on aura Amazing Spider-Man 1989, avec Amazing Spider-Man 312 à 319 par David Michelinie et Todd McFarlane, l'annuel 23 dessiné par Rob Liefeld et le graphic novel Parallel Lives par Jerry Conway et Alexa Viuk que Panini avait publié en grand format il y a 20 ans sous le titre Destin croisé. En avril, on aura une première intégrale consacrée à Howard the Duck, la création de Steve Gerber, et dont la plupart des épisodes sont dessinés par Gene Colan. L'intégrale étant datée 1973-1977, on devrait avoir sa première apparition dans Fear numéro 19, aux côtés de Man-Thing, ses apparitions suivantes dans Man-Thing et Giant Size Man-Thing, et puis enfin sa série régulière, dont le numéro 1 est daté de janvier 1976. Panini annonçant une intégrale de 368 pages, ça devrait faire un bon petit paquet d'épisodes, et donc, pour la première fois, 50 ans après sa création, les lecteurs français vont pouvoir découvrir cet ovni, très éloigné d'à peu près tout ce que Marvel publiait à l'époque, qui relevait davantage de la satire sociale que du récit super-héroïque. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Autre intégrale, elle aussi très attendue en avril, celle consacrée à Wolverine, datée 1988-1993. Mine de rien, on n'avait plus de nouvelle intégrale Wolverine depuis plus de 10 ans, la dernière date de 2013, et c'est entièrement la faute à Panini, qui a opté pour ce format chronologique, sans équivalent aux États-Unis pour cette série à l'époque, sauf que, quand Panini a été à court de matériel américain, ils se sont retrouvés comme des couillons, et les fans du Griffu en ont été pour leurs frais. Pour son retour, on a droit à une intégrale faite un peu de bric et de broc. Les épisodes 54, 58, 59 et 65 de la série régulière, soit les épisodes qui manquaient dans l'intégrale de 1992. On aura aussi la mini-série Wolverine Havoc Meltdown,
écrite par Walt et Louis Simonson et dessinée par John J. Mouffe et Kent Williams, une mini qui avait été publiée en France dans la collection Comics USA au tout début des années 90 et qui, à ma connaissance, n'avait jamais été rééditée depuis. Et enfin, le graphic novel Scorpio Connection par Archie Goodwin et Howard Chaykin, là aussi paru en France à la même époque, dans un top BD de chez Semic et jamais repris depuis. Les épisodes de Wolverine sont des fill-ins sans intérêt, en revanche pour le reste, ça vaut le coup d'œil. Enfin, en mai, on aura l'intégrale Deadpool 1997, avec vraisemblablement les 10 ou 11 premiers numéros de sa série régulière, dessinée par Ed McGuinness, plus le numéro -1 de la même époque. Autant les 2 premières intégrales allaient trop souvent chercher des apparitions du personnage dans des titres sans aucun intérêt, autant là on entre dans le vif du sujet, même si ces épisodes ont déjà été publiés à de multiples reprises sous différents formats. On en a presque fini avec les titres Marvel classiques, mais il reste encore à voir quelques sorties dans des versions hors normes, en particulier avec la collection Marvel Prestige. C'est dans ce grand format et en noir et blanc que sortira en février Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles, de Ron Marz et Claudio Castellini. C'est un récit que Panini avait publié dans le tout premier numéro de la revue Silver Surfer en 1997, à l'époque où il venait tout juste de récupérer les droits Marvel, et ça n'avait jamais été réédité depuis. Là, outre le fait que cette édition soit en noir et blanc, il semblerait que Castellini ait retravaillé ses planches, et bizarrement, autant la première édition de cette histoire m'avait pas du tout marqué, autant les quelques planches que Panini a postées sur les réseaux sociaux m'ont vraiment impressionné. Donc là, je risque de me laisser tenter. Dans la même collection et toujours en noir et blanc, sortira en mai Ultron Unlimited de Kurt Busiek et George Pérez. Et là, je suis un peu plus mitigé. Parce que oui, l'opportunité de profiter des planches de Pérez en grand format et en noir et blanc, ça me fait franchement envie. Mais Ultron Unlimited, encore, sans remonter très loin, ce sera la 3e réédition de ce récit en 3 ans. On l'a eu en Marvel Must Have en 2022, dans une collection à petit prix cette année, et donc en prestige l'an prochain. Et pour 2024, ils ont prévu de le sortir en drap de bain ou en couette de lit, à croire que pour Panini, c'est le seul bon truc que Pérez a dessiné. Bah non. Toujours en grand format, mais cette fois en couleur, et pour cause, on aura droit en avril à Daredevil jaune de Jeff Lobb et Tim Sale. C'est un titre qui avait déjà fait son apparition sur les sites de vente il y a quelques mois, et qui était annoncé, je crois, pour octobre 2023. Finalement, ce sera donc avril 2024. Là encore, c'est du lu et relu, mais pour les amoureux de Tim Sale, il n'est pas interdit de craquer pour un tel format. En attendant, j'imagine Spider-Man bleu et Hulk gris dans le même format. Leur Captain America, je suis moins sûr. Du côté des franchises publiées par Panini, en dehors de Star Wars, quelques petites choses plus ou moins intéressantes à annoncer. En mars, on aura les débuts de la nouvelle série Conan par Jim Zub et Roberto de la Torre. Désormais, c'est plus Marvel qui publie cette série aux États-Unis, c'est Titan, mais bon, pour le lecteur français, visiblement, ça ne changera rien. De ce que j'ai vu et lu, le scénario de Jim Zub reste très classique dans le traitement du personnage. Par contre, les dessins de Roberto de la Torre, je me suis quand même pris une méchante claque. C'est quand même un paquet d'années qu'il est en activité, et on savait déjà qu'il était bon, mais là, il m'a bluffé. On sent pas mal l'inspiration de John Buscema sur ses planches, ce qui, pour du Conan, n'est sûrement pas la pire des références, mais cette élégance du trait et cette énergie dans le dessin, vraiment, là, le père de la Torre, il défonce tout. Et en ce qui me concerne, ce sera achat direct. En mai, on aura un nouvel album consacré à la planète des singes. Enfin, nouveau, c'est vite dit. En 2018, Panini avait commencé à publier les récits parus aux États-Unis dans le magazine Planet of the Apes dans les années 70, des épisodes en noir et blanc. Ça devait être une intégrale en 3 tomes, ils en ont sorti que 2, et pour le dernier, on peut se brosser. Cette fois, il publie l'intégrale du comic book Adventures on the Planet of the Apes, paru en 75-76, et qui contenait l'adaptation des 2 premiers films de la franchise. Sauf qu'en fait, ces adaptations, elles étaient déjà parues en noir et blanc dans Planet of the Apes. Et en VF, on les trouve dans le 2e tome dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, quand ils ont repris ces épisodes au format comics, Marvel a supprimé certaines pages. Bref, ça n'a aucun intérêt, procurez-vous plutôt la première version, toujours disponible il me semble, et qui sait, s'ils se remettent en vente, peut-être que Panini finira par nous sortir ce putain de dernier tome. En mai encore, on aura droit à la rencontre au sommet entre Wolverine et Predator. Un crossover encore en cours de publication aux États-Unis au moment où j'enregistre cette vidéo, écrit par Benjamin Percy, dessiné par Greg Land pour le premier numéro, Andrea Di Vito pour le suivant. Je sais pas du tout si ce sera bon ou pas, mais au moins ça devrait charcler sévère.
Terminons par 2 titres estampillés Millarverse. En avril, ce sera Nightclub, dessiné par Juanan Martinez, une histoire de super-héros vampire où Millar recycle des idées qu'il a déjà utilisées par ailleurs. Et en mai, ce sera le tome 4 de The Magic Order, dessiné cette fois par Dick Rohan. Mais comme j'ai définitivement laissé tomber cette série au tome précédent, ce sera sans moi. Voilà pour les Big News Panini pour la période de mars à mai 2024. À titre personnel, il y a une paire d'annonces que j'attendais et que je regrette de ne pas avoir eu. C'est par exemple le 2e tome du Thor de Donny Cates et Nick Klein en deluxe, ou bien la nouvelle série Fantastic Four de Ryan North et Iban Coelho, lancée aux États-Unis il y a 1 an maintenant, et qu'on attend toujours ici, dans un format ou dans un autre. Panini peut toujours faire une annonce ultérieurement, on va donc continuer de guetter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. Et la suite, ce sera le best-of 2023. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi désormais retrouver les lectures de Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.